Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 14 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant comme d'habitude par les bourses européennes qui ont fini nettement dans le rouge mercredi, après un discours, on va dire, sans annonce majeure du patron de la Banque centrale américaine, le marché s'inquiétant par ailleurs toujours de l'impact des déconfinements en cours. Effectivement, face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a quand même déjà fait plus de 290 000 morts sur la planète, avec des bilans de contamination qui repartent à la hausse dans plusieurs pays et qui semblent nettement sous-estimés dans d'autres, tous les États tentent de retrouver, on va dire, le difficile équilibre entre mesures destinées à enrayer la propagation de la maladie et décisions propres à relancer des économies affectées très lourdement par une crise sans précédent. Ainsi, l'Union européenne a appelé mercredi, on va dire, ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme. L'Allemagne vise pour sa part une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières. Côté indicateurs macroéconomiques, les investisseurs ont pris connaissance de la production industrielle qui s'est écroulée en mars dans la zone euro avec la mise en place des mesures de confinement. Effectivement, on a eu un indicateur qui a chuté à moins 11,3%. Donc, encore une fois, des chiffres qui montrent l'impact fortement négatif sur l'économie mondiale. Concernant le Royaume-Uni, lui, pour sa part, on, on va dire que le pays commence à ressentir le choc économique du coronavirus au premier trimestre, avec une chute de 2% du PIB, soit un avant-goût, on va dire, de la récession historique qui attend le pays. Côté US, eh bien, c'est la même chose. Wall Street a nettement reculé hier après une intervention du patron de la Réserve fédérale, de la Fed, qui a prévenu que les dégâts causés par le Covid-19 pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine. Actuellement, comme vous le savez, les marchés anticipent une reprise rapide, une reprise en V. Malgré les destructions d'emplois historiques, eh bien, le marché continue, on va dire, d'avancer avec des œillères et espère, malgré les mises en garde de plusieurs économistes, analystes et du patron de la Fed, le marché veut croire en une reprise rapide, une reprise en V de l'économie. Effectivement, Jérôme Powell a prévenu dans un discours que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être durables, ce qui justifie, selon lui, encore une fois, des plans d'aide d'urgence coûteux mais incontournables pour éviter une profonde récession. Donc, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est soit des taux d'intérêt négatifs, de nouvelles injections de liquidités. Donc, on va encore une fois grossir le bilan de la Fed pour tenter, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, de soutenir le marché et bien sûr éviter l'effondrement du château de cartes qui est gonflé artificiellement actuellement par des liquidités et non pas par une corrélation des fondamentaux avec l'économie et les marchés boursiers. Par ailleurs, les acteurs du marché sont restés aussi attentifs au regain de tensions entre la Chine et les États-Unis, qui pourrait aggraver encore le ralentissement de l'économie mondiale. L'administration américaine a affirmé à de multiples reprises disposer de preuves selon lesquelles le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie. Bien sûr, Pékin a vigoureusement démenti ces accusations, les qualifiant de mensongères et insensées. Donc, effectivement, seul le temps nous dira si les Américains ont bien des preuves et si Pékin a effectivement laissé sortir, on va dire, un virus d'un laboratoire biologique.
L'escalade entre Pékin et Washington a pesé sur le secteur des semi-conducteurs, généralement considéré comme le baromètre des relations entre les deux pays, puisque de nombreuses entreprises américaines produisent et distribuent leurs puces en Chine. Côté macro, ici c'est un graphique du S&P 500, donc l'indice de référence. On compare actuellement le S&P à la période de 2000, 2008 et 2020. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons ici la période de 2020, ici la période de 2008 et ici la période de 2000. Ce qu'on remarque, ce qui est intéressant, c'est le comportement mimétique des investisseurs, dans le sens où les crises en 2000, 2008 et 2020 sont complètement différentes. Hein. Ici, c'était les dot-com, ici, c'était le subprime avec la chute de Lehman Brothers, et ici, c'est une crise sanitaire voilà, qui fait enfin, et derrière, on a eu une crise économique à venir, une récession profonde. Donc, chaque crise a été différente, mais le comportement des investisseurs, lui, est resté le même, dans le sens où, à chaque fois, vous voyez qu'on a eu une chute des marchés ici pareil, et on remarque que les investisseurs eh bien, ont le même comportement, en fait. Et derrière, la chute est allée plus loin, bien sûr, mais dans le comportement des prix, en fait, on a retracé à chaque fois les 61,8 de Fibonacci. Vous voyez, ici, on casse, moyenne mobile 200, on casse, on revient tester, 61,8 de Fibo, moyenne mobile 200 juste au-dessus. En 2008, on casse, on remonte, on vient tester, 61,8, moyenne mobile 200 juste au-dessus. En 2000, on casse, on remonte, encore une fois, moyenne mobile de 100 et 61,8 de Fibonacci. Donc, en fait, l'histoire se répète. Encore une fois, d'un point de vue de l'analyse technique, c'est de se dire que ce qui s'est passé dans le passé est amené à se reproduire dans le futur. Et en 2000 et en 2008, c'est exactement ce qui s'est passé. Et actuellement, en 2020, on pourrait encore avoir ce même comportement, si vous voulez, des investisseurs à travers les prix. Donc, c'est très intéressant de l'analyser et on peut faire une corrélation exactement pareille sur le Dow Jones avec 2020 et la crise de 29 si on regarde le retracement. Donc, beaucoup d'éléments qui montrent encore une fois une certaine corrélation. Les crises ne sont pas les mêmes, mais le comportement des investisseurs se répète à travers les prix. Et donc, ici, effectivement, si le marché cale, on pourra avoir une reprise de la baisse vers les nouveaux plus bas. Et étant donné les fondamentaux actuels, qui ne plaident pas du tout en faveur d'une reprise en V, eh bien, il ne faut pas exclure ce scénario de retour vers de nouveaux plus bas sur le S&P 500. Ici, ce sont les prévisions de Goldman Sachs concernant le PIB en Europe, que ce soit dans la zone euro, l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc ici, c'est un peu les prévisions pour les prochains trimestres qu'on a eu actuellement, les trimestres à venir pour le T2 de 2020, T3 et T4. Et ici, ce serait pour le PIB annuel concernant 2020. Donc apparemment, vous pouvez voir quand même qu'on aurait une contraction de l'économie à 2 chiffres sur 2020, hein, puisqu'on voit que dans la zone euro, on serait quasiment à -9. La prévision, la dernière était à -11. Toutefois, on constate qu'on a des prévisions absolument records, on va dire, puisque ça faisait, même en 2008, on n'était pas tombé aussi bas. Et tous les pays du monde et de la zone euro sont impactés, hein, que ce soit actuellement les principaux pays, Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, tous ces pays où on a tous des, selon Goldman Sachs en tout cas, pour le prochain trimestre, on aura tous des, voilà, des PIB qui vont se contracter avec autour de 2 chiffres. Hein. On est carrément à quel point on voyait que le coronavirus a vraiment un impact significatif, hein, à cause du confinement
et des pays qui étaient complètement à l'arrêt. Par contre, forte reprise derrière hein, d'ici 2020. Donc après, on verra bien sûr pour se projeter d'ici 2020, voire 2021, c'est quand même compliqué. Hein. On voit qu'à chaque fois, beaucoup ont tenté de faire des prévisions et on avait des vrais deltas, hein, que ce soit sur le taux de chômage, le million d'emplois qui était le nombre d'emplois qui allait être supprimé aux États-Unis. Certains parlaient de 10 millions, 15 millions, 30 millions. Et bon, on voit que c'est compliqué d'établir des prévisions. C'est une crise sans précédent. Et on manque de visibilité surtout. Et donc on tente, si vous voulez, on tente de matérialiser quelques données pour essayer de s'affiner, mais on est tous d'accord pour dire que les dégâts sont là. Après, là où on va dire, les investisseurs, les économistes et les analystes sont moins d'accord, c'est sur la durée. C'est sur la durée et c'est sur, on va dire, l'ampleur des dégâts à moyen long terme. Hein. Pour le moment, certains anticipent voilà, une reprise en V de l'économie. Jérôme Powell, lui, hier, s'est montré beaucoup plus prudent en disant non, ça va être une reprise très lente, on va devoir encore soutenir l'économie durant de longs trimestres. Donc peut-être que finalement le Q3 et le Q4 et 2021, même si là on a une contraction à 2 chiffres et là on a une expansion, enfin du moins une croissance du PIB plutôt satisfaisante, on va dire, on pourrait très bien tomber à 3 hein, ou même à 2, vous voyez. Donc pour le moment, ça permet de prendre la température, en tout cas, d'avoir une certaine vision globale de ce qui nous attend, mais c'est à prendre avec des pincettes, comme toujours, étant donné que c'est très complexe actuellement de se dire, d'avoir une certitude, hein, d'être sûr qu'on va avoir un PIB qui va avec une croissance de 7,8 pour la zone euro et pour la France à 6,4. Mais au moins, ça permet de se dire, de se fixer, de se dire, très bien, si on a une reprise, ce ne serait pas avant le Q3 en tout cas, le trimestre 3 et même le Q4, étant donné que la reprise s'annonce lente et douloureuse malheureusement. Concernant la partie graphique, on commence avec le CAC 40 qui lâche 2% ce matin. L'indice, ça y est, le pattern commence à fonctionner. Ici, j'attendais une baisse suite à ce dark cloud cover. Il n'était pas invalidé, mais pas complètement invalidé. Et on est en train de déclencher la vague de correction. Ça y est, enfin, on peut dire que ce pattern a fonctionné. En tout cas, il a retourné le marché. Le niveau n'a pas changé. On était à 4340. Si on cassait ce niveau, c'est d'aller chercher le gap ici, le comblement du gap. Donc, il manque encore quelques points. Chikou est libre de tout obstacle. On a franchi la Tenkan. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gap. Donc, en fait, Chikou est libre des prix. Donc, il y a de la place. Il y a encore de la place pour aller chercher plus bas. Donc, premier niveau, combler le gap. Deuxième niveau, 4125 avec excès sur 4080. À partir d'ici, on commencera à voir un peu la réaction du marché. On pourrait très bien avoir de nouveau une nouvelle rotation, ou au contraire, si on casse, par contre, on ira chercher les 3008, clairement. Mais petit à petit, voilà, il fallait laisser du temps au marché, les fondamentaux n'étaient clairement pas au rendez-vous, les inquiétudes malgré le déconfinement, voilà, les fondamentaux reviennent sur le devant de la scène, reprennent l'ascendant, on va dire, et le CAC est allé un peu pas trop haut. Hein. C'est sûr qu'on va regarder tout à l'heure le Nasdaq et le S&P 500 justement pour faire un parallèle avec les explications des graphiques que je vous ai montré dans la partie macro. Oui, le CAC a rebondi de 38,2, on n'est pas allé jusqu'à 61,8. Donc oui, si on fait, force est de constater en tout cas que le rebond n'était pas si impressionnant que ça, mais les fondamentaux n'étaient clairement pas au rendez-vous pour non plus permettre une hausse jusqu'à 5250 en tout cas. Ici, l'objectif, pareil, on avait potentiellement cette ETE, on en parlait. Cette épaule, tête, épaule, on est venu casser. Si on reporte la hauteur, c'est voilà, c'est d'aller au moins chercher les 4120, voire les 4000 points sur excès. Mais le scénario est plutôt fin du rebond, reprise de la baisse. Reste à savoir maintenant si on va avoir une phase de consolidation. Mais en tout cas, voilà, on a du gap à aller chercher ici. On a une grosse zone de support et je ne serais pas étonné de voir le CAC 40
finalement retourner sur les 4110 points dans un premier temps avant de se stabiliser. Et puis là, si on enfonce ce niveau, vraiment direction les 3008. Concernant le DAX, même constat, le DAX, potentiellement cette épaule, tête épaule aussi. Voilà. Juste ici, hein, épaule, tête, épaule, ça casse, donc pareil, il y a de la place. On a de la place encore pour aller chercher un peu plus bas, un peu plus loin, 10 000. Même cas de figure, hein, on avait un pattern qui nous avertissait fin du rebond à venir peut-être. Là, on a eu un excès d'euphorie, mais le pattern n'était pas invalidé. En soi, pour quelqu'un qui était swing, le stop se plaçait au-dessus et il fallait juste se montrer encore une nouvelle fois patient. Et pour le moment, pareil, ici on a un joli gap là, qui est complètement ici, qui a été partiellement refermé, mais qui est resté ouvert. Donc, premier objectif, pareil, le comblement du gap vers les 10 000. Et si on casse les 10 000, et bon, on retournera tester les 9400. Effectivement, on a un peu cette épaule, tête-épaule qui est en place. Et si je reporte l'objectif théorique, eh bien, c'est d'aller chercher au moins la zone à 9400 points. Et après, on verra. Si je prends un Fibo ici, que je me cale un Fibo sur le rebond, voilà. Venir chercher les 50%. Le CAC, on est quasiment venu chercher les 50%. Donc il y a de la place, au moins 38,2, ensuite venir chercher les 50%. Il y a un gap ici à venir combler, et il y a un deuxième gap ici. Donc honnêtement, les prix ont de quoi être attirés par ces trous de cotation. Cette figure chartiste valide ce retournement de tendance, du moins de fin de rebond, et Fibonacci nous permet d'avoir des niveaux assez cohérents puisque cela correspond à des trous de cotation, à des gaps laissés ouverts en cours de route. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est pareil. Je vais passer sur le futur, étant donné en journalier, on est sous la zone. Je vais mettre en hebdomadaire et ensuite on va passer sur le futur qui est un peu plus propre. Hein, faut jongler, mais voilà. Hein, cassure de la Kijun, pour le moment, c'est pas encore validé puisque c'est de l'hebdomadaire. Mais on avait du chandelier, on avait un marteau, on avait une étoile filante. Ça bloquait, on sentait que ça patinait depuis un moment. Et là, on repasse sous la zone des 25 530. Donc, il faut vraiment une clôture hebdomadaire sous la zone des 23 400 pour aller chercher 23 200. Mais très propre, hein, Chikou qui tape une fois, deux fois, on patine, chandelier de retournement qui nous avertissait que la hausse commençait à s'essouffler, que le marché était lourd, malgré les mesures prises par la Fed, malgré l'engouement, l'euphorie des marchés pour une reprise en V. Finalement, ça commence à caler. Cette bougie n'est pas terminée, il va falloir attendre la clôture de vendredi, mais en tout cas, elle pourrait confirmer les signaux qui nous avertissaient potentiellement d'une fin de hausse à venir. Et si je me mets sur le futur, ici, on constate en 4 heures, voilà, magnifique épaule tête épaule. Je l'évoquais sur le cash, mais elle est un peu plus propre, je trouve, sur le futur. Et épaule, tête, épaule, et puis on a eu un magnifique break ici à 15 heures hier, après le discours de Powell. Et puis peut-être qu'on va venir chercher un peu la Tenkan, remonter, mais c'est la même chose, hein, si je reporte l'objectif théorique de cette figure, en tout cas, eh bien, on aurait potentiellement une baisse en direction des 22 000. C'est un gros niveau, c'est les 22 000. Donc il y a encore de la place, effectivement, si le marché doit corriger, il y a encore de la place. Le Nasdaq, pareil, j'en parle pas ou peu, parce que peu d'entre vous le trade, il me semble, mais j'avertissais hier sur le chandelier de retournement qui est actuellement en place. Et effectivement, on a eu un magnifique avalement baissier. Et là, il est en train de prendre forme.
actuellement, on a une séance baissière aussi sur le Nasdaq, avalement, premier signal de baisse. Ici, on avait eu un avalement, mais il avait dysfonctionné. Là, on a quand même fait un rebond de 35% en seulement quelques semaines. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc, pure euphorie, complètement, déconnecté de la réalité et des fondamentaux. Too big to fail, la tech, donc on verra bien. Le temps nous dira si vraiment les valeurs technologiques sont trop grosses pour tomber. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce rebond de 35%. Alors oui, c'est compliqué, le Nasdaq reste très solide, le Nasdaq a énormément rebondi, mais un rebond de 35% depuis le 23 mars. Donc en seulement quelques semaines, prendre 35%, il est légitime d'avoir une correction, en tout cas en direction des 8675 points. Donc sur le cash, on a eu un avalement baissier hier qui s'est installé. Et pareil, d'où l'importance de jongler entre le cash et le futur, puisque sur le futur, on avait une vague de Wolf. Ici. Voilà. Donc ça, c'est la vague de Wolf. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, le point 6 pourrait être ici. Voilà comment ça se détermine, cette vague-là. Je vous invite à faire quelques recherches sur Google, sur Internet, concernant l'utilisation. C'est un setup de trading que j'utilise peu, j'en parle pas beaucoup car je ne suis pas expert sur cette configuration technique, mais les redoutables et beaucoup l'utilisent. En gros, si vous avez un point 1 ici, un point 2 qui est là, un point 3 qui se matérialise, un point 4 entre le point 3 et le point 2, et un point 5. Et vous devez relier une droite entre le point 1 et le point 3 et le point 5. Une fois que vous avez relié votre droite et que vous avez un signal de retournement, il vous suffit de prendre le point A, le point 1, pardon, et de tracer une droite pour le relier au point 4. Et donc, quand on trace cette droite, ça nous donne un point 6. Et le point 6, ce serait un retour du Nasdaq, en tout cas, à 8300 points approximativement. 8240, à voir. Peut-être 8200. Et cette configuration était aussi, est arrivée, on a eu la mise en place de cette configuration en même temps que l'avalement baissier sur le cash. Donc c'était assez intéressant, je trouvais, de la noter et de vous la partager pour celles et ceux qui sont intéressés par ce type de configuration. Le S&P, où en sommes-nous? Voilà. Je vous ai mis le Fibo, les 61,8, donc on a aussi la moyenne mobile 200 qui passe, mais là j'ai Ichimoku, donc je n'ai pas mis la moyenne mobile 200. Et là, on se trouve à la croisée des chemins. On a un double top. Ici, on a eu un magnifique avalement, juste ici. Et soit on va passer dans un range, soit on confirme un double top et il faut casser le niveau des 50. Voilà. Si on a une clôture sous le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, c'est double top et le marché ira en direction des 38,2. Et la question que beaucoup de monde se pose actuellement, c'est de savoir si en 2020, la figure de retournement serait une épaule, tête, épaule. Voilà. Une magnifique épaule, tête, et là on sera en train de former la deuxième épaule. Vous voyez que la première épaule s'aligne parfaitement à la deuxième épaule pour le moment et sur le niveau des 61,8. Donc 61,8, c'est le niveau pivot en fait. C'est le pivot. Si on casse ce pivot-là, on peut faire un peu un excès, hein, bien sûr, mais si vraiment on casse au-dessus et qu'on sort du nuage, effectivement, on pourra avoir une reprise en V. Mais je ne suis pas du tout convaincu par ce scénario. Et pour le moment, je me dis que si on repasse sous les 50, eh bien, on pourrait en tout cas tenter de confirmer une épaule, tête-épaule. Et si, et seulement si, on casse la ligne de coup, là, il pourrait y avoir vraiment de gros dégâts sur le S&P.
et on pourrait avoir une chute assez lourde. Pareil, c'est une figure qui a commencé en 2017, on est en 2020, donc elle va mettre du temps, et ce serait dans un scénario de grande dépression boursière, un peu comme on avait eu en 1929. Mais à noter, à surveiller, car je trouve en tout cas cette figure très belle, et pour le moment, on est en train de former la deuxième épaule. Pareil, ça peut mettre plusieurs semaines, il faut être patient une nouvelle fois, mais il faut noter cette figure dans un coin de votre tête. Concernant le Forex, l'euro USD, on ne va pas le regarder, rien n'a changé, on est toujours dans un range entre 1,0780 et 1,10. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. L'euro GBP, toujours dans son milieu de range, et là, il tente de sortir. Bon. Enfin, du moins, le milieu de range hebdomadaire. Hein. Si je me mets en hebdomadaire, vous voyez qu'on est dans un milieu de range hebdomadaire, qu'on travaille depuis un petit bout de temps, on est coincé là-bas dedans, on a du mal à prendre une direction claire. Ici, on affinait, on voyait qu'en donné 4 heures, on consolidait dans un range. Ici. Et donc, il fallait attendre la cassure d'une des deux bornes pour avoir plus de visibilité. On a tenté de casser ici, et là, voilà, il faut attendre la bougie. Il faut attendre la bougie, histoire qu'on ne parte pas en double top quand même. Mais on a envie de sortir par le haut. On a envie de sortir par le haut, et effectivement, si on sort par le haut, logiquement, ce serait d'aller chercher dans un premier temps les 0,8950 et l'objectif théorique à 0,90. Là, on a cassé, pullback, on réintègre un peu. Là, on a une bougie qui est quand même pas très jolie. Donc, encore une fois, il faut laisser du temps au temps, attendre une jolie cassure, un joli pullback et pour que ça reparte et pas tomber, surtout sur le Forex. Hein, on a beaucoup de bear trap ou de bull trap, un peu comme ici. Hein, vous voyez, hein, on sort du range à la baisse, bear trap, et puis finalement on réintègre. Et là, je me dis, attention à ne pas tomber, hein, encore une fois, dans un piège. Voilà, soyons patients et attendons vraiment qu'on ait une belle bougie flux en fait pour se dire oui, on a une cassure, ça confirme. Et puis les objectifs sont 0,8950 et 0,90. Car dans le cas d'un bull trap, dans ce cas-là, c'est rotation complète des prix à l'intérieur du range. On pourrait très bien retourner tester les 0,87. L'USD MXN, on va faire le suivi. Voilà. La fausse sortie du triangle. La fausse sortie du triangle, pour le moment, comme vous pouvez le voir, on avait cette fameuse moyenne mobile 50 qui était bien raide ici, bien pentue, qui nous indiquait que c'était un gros niveau de support qu'on avait sous les pieds et que seulement si on cassait ce niveau, la baisse était possible. Je la mets très rapidement pour vous montrer. Et encore une fois, elle a parfaitement fonctionné. Même si les prix ne sont pas venus la chercher directement, il suffit qu'elle soit très proche des prix pour en fait impacter les investisseurs et se dire puis elle est extrêmement voilà, bien pentue. Donc, plus elle est pentue, plus le niveau de support, en fait, plus les prix, quand ils vont commencer à s'approcher, on va avoir une réaction. Et ça a été exactement le cas pour le moment. Et on a même ici une cassure Tenkan Kijun, en tout cas. Donc là, il y aurait potentiellement un signal d'achat. Non, étant donné que Chikou n'était pas libre de tout obstacle, autant pour moi. Le signal était plutôt propre, mais Chikou doit être libre de tout obstacle. Donc le mieux, c'est d'attendre la cassure par la borne haute de ce triangle, effectivement, pour aller chercher les 26, puis au moins les 27 dans les prochains jours. Le GBP face au yen japonais. Objectif atteint du double top, un peu, vous voyez, ça butait ici, un moyenne mobile 50, Kijun, Tenkan, je vais l'enlever, mais on avait un gros niveau, hein, on en parlait dans les stratégies bourse, c'était un gros niveau, un peu ce double top, pas très joli, hein, je le reconnais, il n'est pas très joli, mais il a fait son effet, en tout cas il a fait son effet, on allait chercher le premier objectif. Maintenant c'est de casser les 130-35 pour aller chercher plus bas, les 126-55. Voilà. Là on est sur zone de polarité, ici, on est venu travailler en casse, on teste,
et là, on travaille. Donc, on tente de défendre ce niveau, mais là-dessous, sous les 130-35, bon, il n'y a pas de gros niveau en dessous, hein. Je trouve que, voilà, on voit que c'est un gros niveau ici. Pour moi, c'est la zone à 126 en tout cas. Donc, pareil, si c'est une fin de rebond, un peu en dead cat bounce, eh bien, on devrait aller chercher. Ouais, on est quasiment venu chercher les 50. On est repassé sous. Bon. C'est le niveau, c'est le pivot. Soit ça rebondit et on tente une nouvelle fois d'aller chercher les 132, mais sinon, on pourrait vraiment avoir rebond, fin de rebond, et on retombe en direction des 126,55. L'AUD-USD. À surveiller ce petit double top potentiellement qui est en train de se mettre en place. J'attendais vraiment ma grosse zone mensuelle. Toutefois, si on part dans un range, rien n'est impossible. Pareil, on évoquait ce scénario. Donc on est dans un range, hein. Effectivement, on évoquait potentiellement le canal haussier. On voit que c'est cassé par le bas, donc je vais l'enlever. Et j'ai plus l'impression qu'on est dans un range actuellement. Mince, je me suis trompé. Voilà. On a un joli range pour le moment, et si on casse les plus bas, les 0,6368, eh ben on sera dans un scénario de double top. Et donc reprise de la dynamique de fond baissière. Alors c'est un gros rebond, on consolide. Donc si on sort par le haut, on va chercher la grosse zone mensuelle, celle-là, elle n'a pas bougé. Si on casse par le bas, eh bien c'est double top, et dans ce cas-là, on retourne sur les précédents tops ici, vers les 0,6175 à peu près. Voilà le plan à avoir sur l'AUD-USD. Les matières premières, le gold, comme d'habitude, on attend, ça travaille, on y est presque, mais on est encore sur l'oblique. On bute encore sur notre oblique. Voilà, on bute sur notre oblique. En 4 heures, Chikou est dans les prix. Donc, on voit que le niveau, il est à 1720. Voilà. Première fois ici, première fois ici. Là, on peut tracer une nouvelle oblique si jamais ça repart à la baisse. Mais le niveau, pour moi, c'est les 1720. 1720 à franchir en clôture. Voilà. Et seul 1720, 1721, 22. Et seule une clôture au-dessus de ce niveau permettrait d'aller chercher 1750 et puis 1800 en tout cas. Et pour le moment, on y est presque, mais on est encore enfermé dans ce fameux triangle de consolidation. Le Brent, bon, finalement le triangle complètement avorté, pas très joli du tout, on enlève. Peut-être un biseau ou un range, je sais pas si on peut retracer. Un biseau, j'ai l'impression. Un biseau de consolidation, on tente. Bon, pareil, si on sort par le haut, on ira juste, on retournera sur les 32. Hein. Et les 32, c'est notre gros niveau technique. Et donc, si on retourne sur les 32, il va pas se passer grand-chose. On sera dans un range, en fait. Voilà, on a un peu ce biseau. Puis si on sort, l'objectif, si je reprends, je mesure la hauteur, c'est d'aller chercher les 32. Et donc, range. Il se passe rien sur le pétrole pour le moment. Et on a un gros nuage au-dessus de la tête derrière. Et les prix sont complètement, enfin du moins Chikou est complètement coincé dans les prix, la Tenkan. Donc oui, si on retourne taper les 32, eh bien au-dessus de la tête, nuage, et Chikou sera dans les prix. Donc ça va encore une nouvelle fois coincer, donc range à venir. Et je suis plutôt très prudent sur la poursuite de la hausse, étant donné qu'on a déjà bien rebondi et que, comme vous le savez, les fondamentaux ne sont toujours pas au rendez-vous sur le pétrole, donc on ne va pas non plus avoir un engouement extraordinaire.
sur le Brent. Et sur le WTI, c'est la même chose. C'est un range. Petit range assez propre. On tente les 26. Encore une fois, on prend quand même 5%. Et on tente d'aller chercher la résistance mensuelle à 26, à peu près aux alentours de 26. Mais on est dans un range. On est dans un range. On n'a pas, depuis le début de la semaine, il ne se passe pas grand-chose sur le pétrole. On tente voilà, un passage en force. Si on casse, oui, on ira chercher les 28. On ira chercher les 28 et le haut du nuage ici. Mais pareil, on va avoir un gros morceau ici. Et puis, n'oublions pas qu'on est à quand même l'échéance des contrats futurs le 18 mai. Donc ça, pareil, on va surveiller tout ça. Et pour le moment, voilà, si je mets mon range et que je l'ajuste correctement sur les cours de clôture, on est pile poil dessus. Mince. Je vais supprimer le mauvais. Hop. Et ici, voilà. Actuellement, on travaille la borne haute du range en données 4 heures, vers les 26,50. Donc, il faut casser les plus hauts pour aller chercher les 28, où il y a le nuage. Et si on échoue, eh bien, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range, direction les 23. Et si on casse, eh bien, ce sera de nouveau une dégringolade en direction des 20 $. Concernant le Bitcoin, eh bien, bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin, puisque ça y est, on casse. Du moins, on tente de casser. Il faut attendre la clôture. Mais cela semble bien parti. En tout cas, troisième tentative, hein, première échouée, deuxième breakout avorté, troisième, on a cassé à la droite de tendance, pas mal, premier niveau, on y allait doucement, en douceur, étape par étape, on s'est dit bon, casser l'oblique et la zone de polarité d'un coup, c'est trop compliqué, on va y aller en douceur. Donc hier l'oblique, aujourd'hui on s'attaque à la zone de polarité. Il faut clôturer au-dessus des 9600. Il faut clôturer au-dessus des 9600 pour aller chercher les 10 009. Donc, le plan est toujours le même, hein, les acheteurs gardent la main, car on est toujours dans un canal haussier qui permet de cadrer cette dynamique haussière, mais les vendeurs sortent du bois à chaque fois proche des 9600 $. Et tant que les acheteurs ne parviennent pas à bien résister à la défense adverse et se dire bon, on casse et c'est bon, on a suffisamment de peps pour aller chercher les 10 009 et les 12 000, eh bien on ne va pas anticiper le mouvement. Encore une fois, sinon c'est piégeux. Hein. Encore une fois, comme ici, on a tenu quelques séances, boum, ça repart. Ici, pareil. Et là, belle bougie flux, on prend quasiment 10%. Breakout avorté. Pareil, même chose ici. Il faut attendre la clôture, voir si ça stabilise. Et puis, si ça tient, surtout en clôture hebdomadaire, en fait, ce serait bien d'avoir une clôture hebdomadaire, étant donné que ça bouge énormément le week-end. Voilà, il faudrait qu'on sorte du nuage, en fait. Il faudrait qu'on sorte du nuage en hebdomadaire. Là, on serait vraiment libre. À chaque fois, vous voyez, on était dans le nuage et bon, il faudrait sortir du nuage. Sachant que le BTC, ça bouge beaucoup le week-end, hein, comme à chaque fois. Si je trace une deuxième oblique ici, on en est où? Elle est au-dessus de la zone. Elle est au-dessus de la zone, cette oblique. Donc, elle n'est pas dérangeante dans l'immédiat, cette oblique, en fait. Elle correspond à rien, en fait. Là, elle était vraiment pertinente. Là, celle-là, bon, on va la mettre, mais c'est pas un gros niveau technique, on va dire. Donc il faut absolument tenir les acheteurs doivent absolument réussir à franchir ce niveau afin d'aller chercher des nouveaux plus hauts annuels en tout cas. Mais le plan reste le même, le pivot est la zone de polarité à 9600. Clôture hebdomadaire pour vraiment confirmer ce niveau technique serait encore mieux, sachant que voilà, c'est vraiment le week-end où il se passe beaucoup de choses sur les cryptos. Hein. Vous voyez la chute ici, le lieu durant samedi et dimanche. Donc
pareil, on sait maintenant, les cryptos, c'est surtout le week-end où ça bouge. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire aussi à la deuxième partie des figures chartistes qui aura lieu mercredi à 14 h. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.